Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com et le DAB+. On a l'honneur ce soir de recevoir l'acteur, le dramaturge, le metteur en scène et l'auteur Jacques Gamblin. Bonsoir Jacques Gamblin. Bonsoir, je vous vois entre les fils, entre Voilà. les pieds de micro. Alors, vous êtes là à l'occasion de l'ADCA Festival, la première édition de l'ADCA Festival. Donc l'ADCA, c'est l'Association pour le développement du cinéma à Aix-les-Bains, dont on a aussi la chance de voir le directeur ici, Pierre-Yves Bezat, et Guillaume de l'émission A16-9e qui va m'aider pour c'est comme cet cet entretien, entretien. moi. Oui, voilà. Alors, la première question, un peu chauviniste, je vous avoue. Est-ce que vous êtes content de revenir à Aix-les-Bains, même si du coup vous nous disiez en off que vous n'avez pas trop de souvenirs de ce premier passage à Aix-les-Bains? Je suis pas venu beaucoup à Aix-les-Bains, donc je suis content d'y venir. Oui, j'ai dû tourner quelques scènes pour Mademoiselle de Philippe Lioré, en effet. Mais quand on est sur un plateau de tournage, ou même quand on vient jouer au théâtre, malheureusement, on a peu l'occasion de faire la visite touristique. Mais là, j'ai eu l'occasion d'aller chez des amis à Tresserve, c'est ça, cet après-midi, et d'avoir une vue sur le lac absolument sublime. Mais c'est une ville qui donne envie de rester. Oh, tout à fait. On ne va pas dire le contraire. Franchement, c'est une bonne introduction. Ville maintenant de cinéma, justement. Exactement. Alors, nous, on s'est replongé dans votre filmographie et... Vous n'êtes pas noyé, j'espère. Non, pas du tout. Bien au contraire. Non. Et véritablement, le premier mot qui m'est venu en voyant votre filmographie, c'est la fidélité. Parce que vous avez fait de nombreux films avec les mêmes réalisateurs, avec les mêmes acteurs, les mêmes actrices. Et la première question que j'avais à vous poser, c'est, à votre avis, cette fidélité, c'est vous qui leur êtes fidèle, ou c'est eux qui ont une telle confiance en votre jeu, qui veulent vous avoir absolument dans leur film? Ou alors c'est un coup du hasard, peut-être aussi. Aussi. Oui, je ne sais pas comment se concrétise cette fidélité, enfin comment elle se provoque en fait. Parce que bon, moi je réagis toujours à cette matière première qui est une histoire, qui est un scénario. Donc c'est vrai que j'ai fait plusieurs... Il y a plusieurs réalisateurs avec qui j'ai fait 2 films en effet. Bertrand Tavernier, Nils Tavernier, Philippe Lioré, Chabrol. Laurent Benegui, Claude Chabrol. Lelouch aussi. Lelouch, il y en a même eu 3. Mais c'est pas une posture ou ça dépend vraiment de l'histoire qu'on raconte. Et évidemment que si je m'étais pas entendu avec un réalisateur, je ne remettrais pas le couvert une deuxième fois. Mais il se trouve que eux, ils ont sans doute eu envie, bien sûr, de me reproposer quelque chose. Et puis ce qu'ils m'ont proposé m'a convaincu. Donc j'y suis retourné avec plaisir. Mais je serais pas, c'est pas un système, quoi. C'est ça que je veux dire. Moi, j'aime la fidélité. Hein. J'aime parce qu'il se passe pas du tout la même chose sur une première rencontre qu'une deuxième. Évidemment, c'est évident. Donc on se connaît mieux, donc on se comprend mieux, on va plus vite. Un clin d'œil, je sais pas, suffit parfois pour une indication, alors que les premières fois on se cherche et parfois on se trouve. Mais je pense que oui, c'est très agréable, la fidélité, pour ça, oui. Parce que c'est vrai que j'avais lu le dossier de presse que vous aviez indiqué pour le film Mademoiselle, que vous aviez une peur de vous répéter, parce que c'était à l'époque le 2e film avec Philippe Lioré et le 2e film avec Sandrine Bonner. Mais finalement, cette peur de répétition ne nous est jamais arrivée au final. Non, parce que c'est des histoires qui n'ont rien à voir. La première fois avec Sandrine, c'était au cœur du mensonge de Chabrol, où on était mari et femme, et le film et Mademoiselle, c'est une rencontre de 24 heures. C'est improbable, quoi, un désir comme ça qui... Ça n'a rien à voir. Non, j'ai pas eu du tout cette sensation-là. C'était même très agréable parce qu'on s'entendait très très bien, donc c'était hyper agréable en fait. Moi j'ai une question justement, parce que dans l'esprit de se répéter ou pas, moi j'ai vu
peu plus de presque une quinzaine de films avec vous, justement, pour préparer cette interview. Et je me suis fait une réflexion, c'est que je ne vois jamais Jacques Gamblin. Et je vois toujours un personnage. Et je trouve que c'est une qualité quand même, je dirais pas rare, mais c'est une très bonne qualité, en tout cas, je pense, quand on est acteur. Bah oui, merci. Je suis ravi d'entendre ça, moi. Ah, ben c'est sincère, en tout cas. Oui, je porte très haut l'idée de... Comment dire, pas de disparaître, parce que un personnage, il n'existe pas s'il n'y a pas un acteur derrière, s'il n'y a pas une âme, s'il n'y a pas... D'incarner. S'effacer derrière le personnage. Un corps, etc. Mais oui, j'aime être au service d'un personnage et d'être juste un peu derrière. Je sais pas comment dire ça, c'est presque physique. Ouais. Au début, les premiers films, les premiers tournages, j'avais même encore plus envie de composer. Peut-être que ça venait aussi du théâtre, parce que on ose au théâtre jouer des propositions qui sont des contre-emplois, etc. Ce qu'on ose souvent moins au cinéma. Au cinéma, au départ, on vous engage peut-être plus facilement sur ce que vous laissez paraître de vous naturellement. Bon, et j'étais troublé par ça. C'était même, pour moi, c'est comme si j'étais dévoilé. Venant du théâtre, j'avais envie, au contraire, de composer des personnages et de ne pas être reconnu à chaque fois. Et puis peu à peu, je me suis laissé faire aussi, de donner plus de... Comment dire, plus de moi, plus d'intime, enfin je sais pas comment dire. Mais en tout cas, j'adore entendre ça, merci, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est sincère, mais parce que justement, j'ai cherché un peu des anecdotes sur votre vie et j'ai vu justement qu'à la base, vous ne vous destiniez pas justement à la scène et tout ça, et comment déjà, d'une manière, vous êtes retrouvé là, et qu'est-ce qui vous a animé en fait dans le jeu de comédien pour en faire une carrière, quoi, et une belle carrière. Je démarre sur un stage de théâtre avec une jeune compagnie professionnelle. Comme ça, bon, d'abord je démarre même sur le BAFA, c'est cette chose comme ça, pour ces petites diplômes pour être animateur de centre de vacances. Et là, il y a quelques heures d'expression corporelle. Et là, je découvre ça, j'ai 17 ans, j'avais jamais pratiqué ça m'a fait un bien fou. J'avais l'impression d'être en lévitation pendant quelques heures. Et bon, et au moment de l'adolescence, c'était très, je sais pas, ça m'a fait beaucoup de bien. Bon. Et puis ensuite, en contact avec cette compagnie que j'ai fait venir jouer dans ma ville, à Granville, j'étais en terminale, et puis après, suite à quoi, ils m'ont engagé je me suis inscrit sur un stage de 3 semaines dans le sud, avec réalisation et puis présentation publique. Suite à quoi, on était en juillet, et il me propose, le directeur, le patron, de travailler avec lui en septembre, mais pour remplacer son technicien qui s'en allait, qui avait travaillé depuis plusieurs années. Donc me voilà, on peut quand même dire, parachuté dans ce monde, sans du tout l'avoir prévu, même imaginé. Enfin, c'était pas un milieu où voilà, c'était pas du tout tout petit déjà. Je me voyais en haut de l'affiche. Non, voilà, pas du tout. Ça s'est fait vraiment sur des rencontres et sur la disponibilité. Je crois beaucoup à ça. Je voulais gagner ma vie. Je découvre cette expression-là, je m'y sens bien. Le patron là me dit si tu veux, je t'engage, j'ai une place. On a un spectacle qui tourne dans toute la France. On est 2 acteurs, on dit des poèmes, et il y a la lumière et le son à faire. J'y connais rien, je vais t'apprendre. Et puis et voilà. Et c'est à force de les voir jouer chaque soir que je m'intéresse, et puis que je me projette. Et que je me mets dans ma tête à leur place, et puis qu'à un moment donné, je lui dis tiens, mais si je passais de l'autre côté, si est-ce que tu m'autoriserais à être dans la prochaine création? Et ce qu'il a accepté. Et ça s'est fait alors comme ça, comme des pièces d'un puzzle qu'on associe comme ça petit à petit. Et j'étais pas encore convaincu que j'allais en faire un métier, en fait. Oui, je gagnais déjà ma vie, mais
À tel point que j'ai même arrêté à un moment donné pour faire autre chose et pour me former à un autre métier. Oui, vous avez fait ce qu'on appelle une Harrison Ford. Oui, vous avez été menuisier pendant un court instant et vous êtes revenu. J'ai fait Harrison Ford, mais de quelques mois. Et ensuite, il m'a proposé à nouveau. Donc, il m'a remis le pied à un deuxième étrier. Et je suis remonté sur le cheval. Et là, avec la conscience d'une passion, en fait. De pas vouloir. J'avais le choix entre deux destinées, deux chemins, et je suis revenu à ce premier chemin, mais avec l'impression et la certitude que je choisissais, que j'étais pas comme ça embarqué dans une chose que je maîtrisais pas. Non, j'ai pris conscience que la passion m'avait monté le long de l'échine, et puis que ça valait le coup d'approfondir le sujet. Et j'imagine que justement, là, vous avez quand même appris sur le tas, un petit peu. Ah, on peut le dire, oui. Oui, non, mais parfois, je pense qu'il y a une certaine innocence qui se dégage des acteurs qui ont appris sur le tas et une vraie sincérité. Mais vous avez peut-être dû développer par vous-même une méthode pour travailler les personnages, ou peut-être qu'au début, c'était plus aléatoire, tout ça, et puis après, une méthode s'est installée, je sais pas. C'est-à-dire, alors bon, il y a le théâtre, et puis il y a un metteur en scène, et puis il y a du travail, il y a des répétitions, etc. Et on ne se voit pas. Là, on ne sait pas ce qu'on donne au théâtre. Bon. Par contre, au cinéma, les premières images et tout, j'étais quand même très troublé de dire comment on fait pour jouer devant une caméra. Qu'est-ce que c'est cet objectif? Qu'est-ce qu'il me vole? Qu'est-ce qu'il me prend? Qu'est-ce qu'il a envie de prendre? Et c'était et donc j'ai demandé au réalisateur, en l'occurrence là à Yves Robert. C'était 2 épisodes de l'été 36, l'adaptation d'un livre de Bertrand Poirot-Delpech sur les premiers congés payés. Et j'avais 11 jours de tournage, et j'ai demandé si je pouvais assister aux séances de rush, ce qui est très rare. D'abord, les acteurs ont rarement envie de se regarder. Les réalisateurs rarement en donnent l'autorisation. J'étais tout à fait inconnu. Il a accepté. J'ai vu les images, j'ai regardé, et puis j'ai rien dit. Et puis j'allais voir à chaque fois les séances de rush, et c'est comme ça que, en fait, c'est en regardant les images que je me dis, tiens, un peu plus de ça, un peu plus de ça, ou un peu ça, comme ça. En fait, là, je trouve que j'essayais de prendre du recul sur ma propre image, et c'est comme ça que j'ai appris aussi, en fait, avec cette capacité à me regarder, à m'éloigner, à voir le personnage plus que moi-même. C'est pas évident, mais comme je l'ai fait très tôt, ça m'a permis d'apprendre, en fait, de me rectifier, de rythmer les choses autrement, mais tout ça de façon un peu secrète. Enfin, je veux dire, je sortais pas de des séances de rush en disant là, je trouve que j'aurais dû faire ci, ou que j'aimerais mieux faire comme ça. Non, surtout patte blanche, surtout avec les patins. Ouais. Vous acceptez encore de regarder vos films, ou vous êtes du genre si un de vos films passe à la télé, vous zappez tout de suite? C'est très différent selon les films. Parfois, je me dis, tiens, je vais regarder avec un peu d'appréhension, voir si le film a vieilli, ou si ça tient toujours la route. Mais c'est pas systématique, ça dépend des films, ça dépend. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez du premier film cinéma, le premier tournage, Train d'enfer de Roger Hanin? Est-ce que c'est un bon souvenir, ou... Non, c'est pas un bon souvenir. C'est pas, on peut pas dire que c'est un bon souvenir quand on entend. Alors, bon, je vais essayer de faire court dans ce train qui, comme ça, t'es sur une voie désaffectée, et puis qui fait des allers-retours avant que le soleil se couche, parce que sinon c'est plus la bonne lumière, qu'on n'arrive pas à tourner avec Christine
Pascal, je fais un contrôleur, j'ai juste une phrase à dire, c'est que dalle. Mais enfin, des fois, c'est pire. Enfin, c'est plus difficile encore parfois d'avoir juste une phrase à dire. Je trouve aussi. On tremble que d'être sur un rôle sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et où on est chaud, quoi. Je veux dire, on est diesel, quoi. On arrive tous les matins, les gens vous connaissent, on les connaît. Enfin, mais venir une journée, 2 journées, c'est assez terrible. D'ailleurs, moi, je fais très attention en général aux acteurs qui viennent juste comme ça pour un laps de temps très court, parce que c'est très fragilisant, quoi. Bon. Bref, donc le premier jour, il se passe rien parce qu'on n'a pas eu le temps de tourner la scène, et le deuxième jour, on finit par la tourner, le soleil la nuit tombe gentiment, et j'entends, c'est vrai, à l'autre bout du wagon, dire de toute façon, on la coupera, la scène. Et c'était le réalisateur, c'était Roger Hanin, paix à son âme, mais pas paix à sa délicatesse. Et je suis rentré chez moi, et après, quand le film est sorti, je suis allé au cinéma en me disant, bon, bah, peut-être que cette petite micro-scène avec cette merveilleuse actrice Christine Pascal va être quand même dans le film. J'avais acheté une tablette de chocolat, je me suis bouffé toute la tablette de chocolat en regardant le film, en me disant, alors quand est-ce que la scène va tomber ou pas. Et non, j'étais au générique, point fin. C'est tout. Je ris parce qu'en fait, j'ai vécu cet événement il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, où j'ai fait mon premier rôle au cinéma. Et une peur que ce soit coupé, mais Kevin était là, une angoisse, donc je comprends tout à fait ce que vous pouvez ressentir. C'est-à-dire, c'était pas la peur que ce soit coupé. Après tout, il y a tout le temps de la coupe, et je critique jamais les coupes, mais qu'elle soit annoncée avant même que les rushs, avant même que le film soit en montage, et puis qu'ils le disent comme ça à haute voix. Et que l'acteur à l'autre bout l'entende, ça me met pas tout à fait dans la confiance. Tu vas te coucher avec dire, ah bon, pourquoi il a dit ça? Est-ce que j'ai mal joué la scène? Est-ce que c'est quand même parce que la lumière est tombée et que ça marche plus en termes de raccord? Enfin voilà, la parano arrive à grands pas, et la nuit est sans sommeil. Et après, finalement, en 6 ans, vous allez tourner 4 fois avec Claude Lelouch. Claude Lelouch, c'est une bonne école pour commencer ou pas, au final? Ah, mais c'est une école qui est pleine d'imprévus, pleine de surprises, puisque quand on tourne avec Claude, on n'a pas le scénario dans les mains, on l'a jamais. Donc on a parfois des dialogues qui le matin ou la veille, en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé à chaque fois, et je pense que ça se passe toujours comme ça. Et puis, au fil des prises, parce que Claude, il fait beaucoup de prises, il a envie d'aller chercher quelque chose qu'il y a pas seulement dans les dialogues, mais aussi entre, à côté, au-dessus, en dessous des dialogues, et qu'il laisse le voyage de la scène se faire. Et pour ça, il faut du temps, que les acteurs comme ça se rapprochent d'eux-mêmes, je sais pas comment dire, et il veut aller choper comme ça une chose plus rare que ce qui a été appris, et donc une liberté arrive, on sait pas toujours quoi en faire, ça trouble, mais c'est sa technique en fait de nous mettre dans un état fragile, mais aussi sincère, et c'est là qu'il va chercher ses perles, et ils sont pas nombreux à travailler comme ça, donc ça a été des expériences très 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 agréables, parce il aime les acteurs, il va les chercher au plus profond, il les surprend, il est hyper enthousiaste sur un plateau, et c'est un bonheur de tourner avec lui. Et puis encore une fois, quand on tourne, j'ai un trou. La belle histoire, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, on part en convoi de l'île de Ré avec le camping-car, les voitures techniques, et puis on rejoint la Savoie. Et pendant tout ce trajet, on se demande à chaque instant si on va pas s'arrêter au bord de la route, parce qu'il aura vu, là en l'occurrence, dans un champ des vaches, normal. Bon, et puis tiens, l'idée lui vient de courir après les vaches. Le paysan arrive, il gueule, parce que tout ça c'est des images volées, ou de voir un marchand de piscine et se dire tiens, on pourrait faire
une scène là, on est tous, Lindon, Darmon, on est tous en jean, blouson de jean comme ça, machin, et puis allez, on va sauter dans la piscine parce qu'il y a des piscines d'exposés chez le marchand de piscine en pleine Cambrousse, en plein centre de la France, et tout est surprise, en fait avec Claude, Lelouch, il faut être maquillé le matin et être prêt à tout. C'est très amusant. C'est quelqu'un en fait qui se complaît un peu dans une certaine idée du chaos du tournage, j'imagine. C'est qu'en fait, tiens, il y a quelque chose qui est sorti, on va la saisir, et en fait, c'était peut-être mieux. Il va à la pêche, oui. Il va à la pêche comme ça, et puis hop, il ferre quelque chose, et hop, il mouline, et puis il ramasse. Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, aussi à perturber? Par exemple, vous avez un texte, quelque chose à dire à un autre comédien, et du genre à modifier, à dire, tiens, dis-la pas, change un peu le texte comme ça. Pour modifier un peu cette dynamique Ah bah oui, c'est ça tout le temps, même c'est permanent. La première fois que je suis rentré dans son bureau, il me connaissait pas bien sûr et tout, et il a mis la caméra comme là sur son épaule dans son bureau à avenue Hoche, et il m'a demandé de répéter des phrases qu'il me lançait, et juste de les répéter avec une intention, même comme ça, juste voir si c'était juste pour lui, et ça lui a suffi, puis hop, nous voilà partis. J'avais envie ensuite d'évoquer les 2 films que vous avez fait avec Bertrand Tavernier, parce c'est 2 films absolument magnifiques. Laissez passer et Oli Lola. Alors, Laissez passer, votre personnage est extraordinaire. C'est un personnage c'est une personne qui a vraiment existé, Devèvre. Et, vous avez, donc ce personnage en retrait qui n'influe pas vraiment dans la résistance au début et qui, par la force des choses, va finir par être résistant. Et là, on a au milieu du film 30 minutes de pure comédie où vous êtes à vélo dans un état grippal ultra avancé. Vous essayez d'articuler de l'anglais alors qu'ils arrêtent pas de vous charger de thé. Ça, c'est en Angleterre, parce qu'à un moment donné, je pars en Angleterre, oui. Est-ce que c'est facile de jouer sur les tons, sur un même personnage, dans un même tournage? Parce qu'au final, le film n'est pas du tout une comédie, mais on a vraiment cette bulle de 30 minutes où vraiment c'est une franche comédie. Ah oui, c'est très très drôle, tous ces passages avec les Anglais qui ont un doute si je suis un espion et tout ça, et ça dure une nuit, et puis après, hop, je rembarque dans l'avion et... Vous sautez de l'avion en plus? Oui, je saute de l'avion, voilà. Et ils ont voulu savoir si j'étais quelqu'un de suspect ou pas. Et tout ça avec effectivement la grippe, et j'ai adoré cette partie. C'est vraiment arrivé à Jean Devèvre, donc il n'a pas inventé Bertrand, ça c'est l'écriture qui voilà, c'est vraiment arrivé, tout ça est vraiment arrivé. C'est complètement dingue d'ailleurs, parce que on peut pas l'inventer, un truc pareil, et tout cet interrogatoire avec une voix qui part en live parce que j'ai la crève, quoi. Et pour Oli Lola, par contre, c'est un tournage complètement dépaysant. Je pense est-ce qu'il était aussi éprouvant pour vous que l'était pour les personnages? Parce que les personnages, c'est vraiment un parcours, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un parcours du combattant de parents adoptants. J'ai même envie de dire 2 parcours du combattant, parce qu'il y a le premier parcours de trouver un enfant pour l'adopter. Le deuxième, c'est le parcours administratif qui est, disons le mot, absurde même par moment. Vous, de tourner au Cambodge, ça a été un grand souvenir? Pour revenir, je vais répondre. Pour revenir à ces 2 films qui sont strictement opposés dans leur conception, dans leur histoire, etc. Il y en a un, c'est plus de 100 comédiens dans le film. C'est-à-dire que chaque jour de tournage, de nouveaux acteurs arrivaient pour de nouveaux personnages. Il y a énormément de monde, et ça, c'était un régal. C'était tourné en studio, en partie en studio à Paris, dans les vieux studios. Et puis très, comment dire, j'ai appris plein de choses, quoi, de reproduire des tournages de l'époque de l'occupation. C'était vraiment passionnant. Alors, l'autre film, Oli Lola, on est dans une réalité d'aujourd'hui. On est dans un film où, au contraire, il y a très peu d'acteurs, et où
on est dans un film documenté, comme il dit. Je fais pas du docu-fiction. Bertrand, il disait, je fais des films documentés. Et c'est vrai qu'il était très, très, très soigneux avec ça, de pas raconter des choses qui sont fausses, quoi. Il se documentait énormément. Et les adoptants se sont beaucoup retrouvés dans ce chemin très compliqué et labyrinthique de l'adoption. Alors le Cambodge, oui, ça a été, mais c'était dur, hein. C'était dur parce que, bien sûr, quand j'ai découvert ce pays et ça c'était très fort, mais on tournait dans des endroits qui étaient très durs, quoi. La grande décharge de Phnom Penh, le S21, enfin où s'était passé, voilà, tous les tortures, etc. Au moment de bon, enfin, merde, la Seconde toute Guerre, la guerre au Cambodge, la guerre au Cambodge. Et les Khmer rouges, etc. Oui, les Khmer rouges, voilà, oui. Pardon. Et puis, ça se mettait en scène de façon aussi très. Il y avait les espaces, il y avait les décors, mais à l'intérieur, il voulait avoir cette vérité de la découverte. C'est-à-dire, on rentrait dans un orphelinat, il y avait ce désir vraiment d'être au plus près, comme ça, du réalisme et de ce que ressentent ces adoptants, bon, qui pourtant là, à l'occurrence, sont des comédiens, mais enfin, de ce qu'on ressentait nous. On était quand même, Isabelle Carré et moi, à poil, quoi. Je veux dire, on n'est pas protégés par des personnages, par des masques. C'est nous. En fait, comment on vit cette situation au jour le jour dans ces différents décors et comment on réagit à ça, et c'est ça qu'il veut attraper. Alors, ce sont deux magnifiques films qu'on vous conseille chaudement. Avant de peut-être parler aussi des deux films de Nice Tavernier et avant qu'on fasse du coup une petite pause, Guillaume, toi tu voulais peut-être parler d'un de vos plus grands succès. Par contre, dans le registre comique, c'est Pédale douce. Oui, techniquement, j'ai eu l'impression que c'était le film qui vous a fait émerger aux yeux du grand public. J'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bah oui, ça a été un énorme succès. C'était même un film culte toute une époque. Oui, bien sûr. Moi, je vais vous dire un truc. Alors, pas parce qu'on vous interviewe, mais j'ai trouvé que le film a mal vieilli sur certains points, mais ça c'est pas grave. J'ai trouvé que vous étiez le rôle peut-être le plus touchant, parce qu'en fait, vous êtes la personne qui cache son homosexualité à son patron, et en plus qui finit, bon, désolé pour le petit spoil, hein, qui est malade du sida. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un côté, la scène avec Patrick Timsit où il vient vous dire ah bah tiens, je suis pas séropositif, et il fait je crois que vous lui dites pas moi, ou t'as de la chance, quelque chose comme ça. Et en tout cas, c'était vraiment un moment très touchant, et même la très, très pudique. Je lui dis pas que je l'ai, je crois pas. Oui, non, vous le faites comprendre. C'est ça. Je sais plus comment. Ouais. Et ou peut-être tant mieux pour toi, je sais plus. Oui. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez un rôle, même dans la relation que vous avez avec Richard Berry, justement. Je sais pas, il y a quelque chose qui est vraiment touchant, au-delà des autres thématiques que le film traite. C'est vrai que vous sonnez très juste dans une comédie qui est très potache, et vous sonnez très très juste. Et du coup, vous avez eu votre première nomination au César pour ce film, par ailleurs. Vous, les prix, c'est quelque chose où vous en attachez une valeur, ou vous prenez et puis vous passez à autre chose? Je prends. Quand on m'offre un cadeau, je le prends et je dis merci. Mais je sais pas comment dire les prix. On peut pas courir après un prix, ça ne veut rien dire. J'ai souvent parlé de ça en termes un peu sportifs. Quand on va chercher un prix, c'est qu'on fait une course. Voilà, j'ai fait beaucoup de courses, beaucoup de compétitions sportives. Donc quand on sait qu'on court pour la médaille. Quand on se lance dans un film, dans une histoire, on court pas pour une médaille, on court pour le film, pour l'histoire, pour que les gens aient envie de venir le voir, pour satisfaire le réalisateur dans son projet. Après, qu'il y ait des prix,
Tant mieux, tant pis. Ça fait parler pour moi, ce qui est important dans ces prix, en fait, c'est que ça fait parler du cinéma. C'est ça l'idée. C'est pas tellement le comparatif d'un acteur avec un autre, d'un film avec un autre qui n'a absolument rien à voir, dans un tout autre style. Et c'est pareil pour des acteurs. C'est comparer, en fait, ce qui n'est absolument pas comparable. Mais néanmoins, ça fait une belle soirée, et ça fait parler des films, et les Molières, c'est pareil. Voilà, ça sert surtout à ça. Pour moi, c'est une entreprise qui fait parler d'eux. Et après, évidemment, je le prends si on me l'offre encore une fois, et j'en suis ravi, et ça fait chaud au cœur, et ça fait de la confiance, et la confiance, on est très content de la mettre dans sa poche intérieure, près du cœur. Nous, en tout cas, on est toujours content de vous recevoir, et on va faire une première pause musicale, et du coup, vu que nous allons parler de pédale douce, on va s'écouter Mylène Farmer sans contrefaçon, et on revient tout de suite après. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, et radiograndlac.com, et nous sommes toujours en compagnie de Jacques Gamblin, qui nous fait l'honneur d'être présent dans les studios de Radio Grand Lac pour cette émission spéciale. Rebonsoir Jacques Gamblin. Et du coup, toujours dans le cadre de la première édition de l'ATCA Festival, on reviendra en fin d'émission sur tous les temps forts de ce festival qui commencera officiellement demain, mais avec un petit préambule ce soir. Donc voilà, on va parler de tous ces temps forts. Radio Grand Lac est partenaire justement du festival ATCA. Tout à fait. On va du coup commencer cette deuxième partie d'entretien avec des questions du tac au tac. Alors, ne stressez pas du coup. Ah si, je stresse direct. C'est plus pour aller dans certains de vos souvenirs, pour savoir au final quel cinéphile êtes-vous. Voilà. Alors, commence, Guillaume, la première question. Oui, la première question, c'est le souvenir du premier film vu au cinéma. Alors le premier souvenir, pas le premier forcément film, mais je me souviens de Soleil Vert. Oh, excellent. En plus, c'est excellent choix. Un film d'anticipation terrible. Avec Charlton Heston, oui. Qui fabriquait des savonnettes, autant que je me souvienne. Avec la nourriture à bas. Je sais pas si on peut. Avec des cadavres. Oui, avec des cadavres, en fait, dans un monde dystopique. Ouais. Super. Et voilà, ça m'a vraiment. Ah oui, j'étais très jeune. Mais très très bon film. Excellent. Fortement. Le dernier film que vous avez vu, là maintenant, le dernier. À l'autre, là, avec DiCaprio. Là. Une bataille après l'autre. Une bataille après l'autre. Et juste avant, Sirat. Que des films très, très joyeux. Et vous avez apprécié les deux? Très différemment. Sirat, c'est un film vraiment étonnant. Vraiment, étonnant, je sais pas comment dire, choc. Oui, tout à fait. Voilà. Tu avais beaucoup apprécié. Ah oui, et Pierre aussi, on vous rejoint. Le film qui vous fait pleurer à tous les coups. Si tant est que vous pleurez devant les films. Ça voudrait dire que je le regarde régulièrement. Or, je me souviens pas tellement de. Je suis pas un grand cinéphile, moi. J'aime le cinéma, mais je ne suis pas collé dans les salles tout le temps. Enfin, dès que ça sort et tout. Non, je suis pas là. Donc, des films que j'aurais vus plusieurs fois, j'ai même pas de souvenirs à vous raconter là. C'est dommage, hein. Les auditeurs vont être déçus, non? C'est pas grave. Godard ou Truffaut? Truffaut. Moi j'en ai une autre. Pacino ou De Niro? Quand ils sont ensemble, c'est pas mal. Hein. Il m'a eu. Le pays où vous rêveriez de tourner? Parce que vous avez tourné dans de nombreux pays, mais est-ce qu'il y a encore un pays où... Le pays du Grand Nord? Oui, parce que c'est vrai que vous aviez tourné un peu en Russie, j'aimerais pour tourner Serco. En Islande, j'aimerais tourner en Norvège, j'aimerais tourner, oui. Ah oui, les grands espaces, froids, blancs. Moi, j'avais, par rapport à... C'est génial de tourner à l'étranger. De toute façon, j'adore tourner dans des pays... J'adore. Ça ne vous rajoute pas une difficulté dans le jeu, pas du tout? Ah non, mais sauf si sauf si on me demande pas de parler islandais. Oui, bien sûr. Voilà.
Bah si, ça rajoute, mais c'est génial de rencontrer des équipes qui sont en partie locales, et puis puis si on est là plusieurs semaines, de découvrir d'autres façons de vivre. Je suis curieux, moi, donc si en plus on peut joindre l'utile à l'agréable, la curiosité au professionnel. Un film favori, un film de chevet, quelque chose vraiment, si je vous dis... Non, mais alors vous me parlez, vous me posez des questions comme si j'étais un homme très très cultivé, mais je n'ai pas de mémoire, donc je ne suis pas un homme cultivé. Tout le temps, les journalistes, ils pensent que parce qu'on fabrique de la culture, alors on est cultivé. Moi, je ne suis pas cultivé parce que je n'ai pas de mémoire. Alors, vous allez me dire, mais comment vous faites ce métier si vous êtes sans mémoire, qu'il faut apprendre les textes? Ben oui. Je travaille très dur pour les apprendre et j'y arrive. Donc je vous répondre ça, quel est mon film de chevet, je vais dire quoi? Tiens, oui, un film anglo-saxon par exemple, la fanfare, là, la fanfare, comment s'appelle ce film anglais des ouvriers qui font une fanfare? Comment? Non, oui, c'est. Ça pourrait être ça. Full Monty. Ça pourrait être ça, ce Full Monty, mais c'est pas celui-là, c'est un autre. Oui. Ah non, mais vous me collez au mur et je vais avoir honte de moi. Maintenant, ça y est. Je me doutais que votre tac au tac, ça allait être de la culture. Est-ce qu'il y a un personnage que vous avez incarné? Je suis plus fort en agriculture, moi. D'accord. Est-ce qu'il y a un personnage que vous avez incarné que vous aurez rêvé de prolonger l'expérience? Ah oui. De vous dire, il y a encore quelque chose à raconter. Ah oui. Oui, il y a des personnages comme ça qui ont un goût de reviens-y, qui ont un goût de frustration. Et c'est souvent des personnages qui sont un peu à l'ouest, quoi, qui sont un peu partis ailleurs, quoi. Paul Deschanel, que j'ai interprété et qui sera diffusé demain, fait partie de ces personnages où on touche du doigt une douce folie comme ça, et que cette douce folie, on pourrait l'exploiter pendant des films et des films, parce que ça nous offre, ça offre à l'acteur, oui, des milliers de possibilités, même au moment de dire moteur, action, on se dit tiens, mais en fait j'ai fait ça parce que c'est ça qui m'est venu, mais cette folie-là peut être traduite de plein de façons différentes et on pourrait les exploiter selon l'instinct de l'instant. Et c'est ces personnages-là souvent qui me donnent un goût le personnage du père dans Connemara qui vient de sortir d'Alex Lutz, où j'ai très peu de scènes. Je joue le père de Bastien Bouillon. Le personnage, il perd la mémoire, il part un peu à l'ouest aussi. Il y a grande frustration parce que on a envie d'exploiter ces moments où l'être humain se désaxe. Et d'ailleurs, vu que vous parlez de Paul Deschanel, figure historique, est-ce que, évidemment, ça doit demander une recherche en amont quand vous jouez une figure historique, mais est-ce qu'il y a toujours cette crainte de ne pas parvenir à rendre hommage à chaque fois en jouant, par exemple, Deschanel, Devèvre, ou je pense évidemment au facteur cheval? Est-ce qu'il y a toujours cette crainte de ne pas parvenir à rendre hommage, ou finalement... De ne pas réussir à incarner le personnage? Oui, d'être un peu en deçà ou en delà ou au-dessus, en dessous de la vérité, de la réalité. Mais bon, on a Cheval, on a très peu de documents sur comment il était dans le rapport humain, etc. Oui, on a des documents un peu sur ce qu'il a construit parce qu'il a écrit des cahiers, sur tout ce qu'il a utilisé comme matériaux, c'est les plans comme ça. Mais bon, c'est tout. Donc tout le reste est à inventer. Deschanel, il y a énormément de discours, énormément de verbes, de littérature, de tout ça. Mais lui, il y a très peu de vidéos, c'est trop vieux. Et on peut pas non plus s'inspirer de la façon dont il avait cette grandiloquence dans son oralité. C'était un grand orateur, mais si je m'imprime de ça, ça va être insupportable en fait. C'est plus comme ça qu'on parle, donc on peut pas coller
C'est toujours une interprétation, parce que le film, il est vu aujourd'hui. Donc, et le personnage, il est vu aujourd'hui. Donc, pour qu'il soit préhensible et qu'il puisse toucher les gens, il faut qu'il soit aujourd'hui. Même si il nous parle d'une histoire d'hier et d'un corps d'hier, mais le corps, il est d'aujourd'hui, celui qu'il raconte. Et c'est toujours un fil, en fait, un peu funambulique entre se rapprocher de cette réalité dont on connaît pas forcément beaucoup de choses, et puis le fait qu'on tourne aujourd'hui. C'est Alexandre Astier qui dit un peu ça aussi, avec notamment ses personnages dans Kaamelott. Moi, j'ai une question par rapport au film d'époque, parce que j'ai l'impression que vous en avez fait quand même pas mal. C'est quelque chose que vous appréciez, ou c'est plus que le scénario vous attirait, ou parce que c'est un film d'époque, ça vous attirait un peu plus? J'aime bien, moi, j'en ai pas fait non plus énormément. Il n'y en a pas non plus énormément en France des films d'époque. Il y a quand même, je pense aux Brigades du Tigre, le Facteur Cheval, justement, on en a parlé en off, Les Enfants du Marais, enfin, il y a quand même pas mal de... Laissez passer. Il y en a quelques-uns, ouais. Moi, j'aime bien parce que ça... Je sais pas si je préfère, ça dépend tellement de l'histoire qu'on raconte, mais j'aime bien d'être transporté, en fait... dans une autre époque, parce que ça aide à être... c'est un costume, une époque. Il y a une forme d'exotisme là-dedans. C'est comme si on part à l'étranger, on est dans d'autres codes, dans d'autres même langages, d'autres costumes évidemment, d'autres coiffures, Et cette distance-là, l'époque nous permet comme ça de créer une distance entre soi et le personnage. Et oui, c'est comme si un peu on prenait un avion, quoi, et puis on va visiter un autre endroit, rencontrer d'autres gens. Vous avez répondu à la question. Mon autre question, justement, c'était dans le sens où est-ce qu'on n'a pas déjà fait une part du travail du moment qu'on met un costume différent de la réalité, ça nous imprègne déjà d'une certaine manière dans le personnage et ça nous met dans une époque. Quoi. Absolument. D'ailleurs, les personnages les plus difficiles à costumer d'une certaine façon, ce sont les personnages contemporains. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie un chef d'entreprise d'un ouvrier, tout le monde met un jean, voilà, en gros, enfin voilà, je schématise un peu les choses, mais c'est difficile même pour les costumiers et costumières, le contemporain, difficile, alors que quand on est à l'époque, il y a déjà d'autres codes, des images, toute une iconographie, et je dis pas que c'est plus facile à costumer, mais d'ailleurs pourquoi souvent les Césars et tout ça de costumes, c'est la plupart du temps des films d'époque, alors que c'est, à mon avis, il faudrait leur poser la question, mais je crois pas que ce soit forcément ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et on va revenir. Comment raconter, pardon, je vous coupe, comment raconter une histoire avec un costume aussi. Un personnage qui chausse un costume, c'est déjà une histoire qui raconte. Oui. Si sa chemise elle est froissée ou pas, si elle est blanche ou bleue, etc. Le costume c'est très très important. Les premières fois qu'on chausse un costume, est-ce qu'on est emmené ailleurs, il nous aide, ou alors il nous fait rien, il provoque rien, ou alors quand je chaussais le costume du facteur, les premières fois où j'ai enfilé ce costume, je le raconterai certainement après la projection, mais j'étais hyper ému en fait. Et je trouve que des fois, dans les préparations, c'est la chose qu'on fait en dernière, enfiler le costume, je trouve. Alors que c'est dommage, des fois, on devrait le mettre dès le début. Ça nous aiderait déjà à nous imprégner. Bien sûr. Par exemple. Et pour revenir sur le Facteur Cheval, vous aviez dit que c'était le tournage où, à la fin du tournage, vous étiez complètement vidé. De fait, cette interprétation très très intérieure. Quelle interprétation ? C'était vraiment un tournage éprouvant pour vous. J'en ai même écrit un livre, un petit livre dont je parlerai. Qui s'appelle Cher Cheval, comme pour lui dire au revoir, parce que tellement il m'a. Oui, parce que c'est un personnage qui est tellement. Pudique et qui retient tellement ses émotions de tout ce qui lui arrive de tragique et comment on le regarde et comment il passe au-dessus de tout ça toute sa vie. En plus, il meurt très très vieux. Et c'est épuisant de jouer un personnage qui ne s'exprime pas ou très peu, qui retient.
retenir, c'est fatigant, quoi. Se retenir, c'est... Parce que il faut en faire au final le moins possible sur certaines émotions, et on se rend compte qu'au quotidien, on en fait au final, on exprime des émotions, alors que là, il faut retenir à chaque fois. Oui, et retenir, ce n'est pas ne pas être percuté par ce qui nous arrive, c'est ne pas l'exprimer. Mais à l'intérieur, ça tripe. Oui, voilà. Ça se frotte, ça tremble certainement. Donc il faut recevoir tout ça, et en même temps, on ne sait pas jusqu'où il faut. Le visage, etc., doit l'exprimer. Jusqu'où c'est visible, en fait. En fait, c'est travailler sur l'invisible, le retenu. De toute façon, la pudeur, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus touchant, en fait. Et puis, on va quand même aussi évoquer l'autre film réalisé par Nesta Vernier qui sera aussi présenté au festival, De toutes nos forces. J'ai eu le sentiment en voyant ce film que c'était un film, c'était sans doute votre rôle le plus physique. On est aussi, on vous suit pendant toute cette course de l'Ironman, du coup avec votre personnage et le fils de votre personnage, et à chaque fois je me disais mais là il devait être sur un plateau, et puis la caméra reculait et on vous voyait vraiment pédaler, et je me disais non mais du coup même quand il nage, il y a un panotage où on vous voit nager et on vous voit bien que vous tirez, j'ai l'impression, du moins, que vous tirez. Ah oui, non, je tire. Ouais. je tire le bateau derrière, le Zodiac, la gonflable. Oui, c'est physique. Alors bon, après, c'est un film, j'ai pas fait tous les 3 km 8 de natation, etc. Et les 180 km de vélo et les 42 km de course. Mais oui, c'est physique. Et puis, dans un film comme ça, on sait que ça touche à chaque fois dans un film, on touche à des gens dont c'est l'activité ou le métier, ou plus ou moins. Bon. Et donc, c'est ce que j'appelle mon premier spectateur. Le type qui fait du triathlon, qui va voir le film, j'ai pas envie qu'ils disent « Oh là là, ouais, attends, ouais, bon ». Et finalement, j'ai été heureux quand j'ai croisé des triathlètes qui m'ont dit, qui ont cru. Et donc c'est une attention, et c'est pas que de faire les choses, en vrai, mais oui, ça demande d'être très attentif à plein de détails, en fait. Parce que le type qui est concerné directement par ce type d'activité ou ce métier, ou ça, il va voir le détail. C'est dans le détail qu'il va se dire « Oh non, on y croit pas ». Donc je suis un peu là-dessus, je suis un peu détailliste, oui. Est-ce que, question là-dessus, est-ce que quand vous jouez un personnage qui a fait des choses assez extraordinaires, d'une certaine manière, à l'intérieur de vous, vous dites « je l'ai fait ». Il y a une manière de se dire « je l'ai vraiment fait », quoi. Cette chose-là. Je sais pas, par exemple, que vous avez joué quelqu'un qui a qui a emmené son fils lors d'un triathlon. Et est-ce que, je sais pas, à l'intérieur de vous, quand vous êtes Jacques Gamblin, vous dites « Ah oui, j'ai quand même fait d'une certaine manière ». Vous voyez, avec le cheminement du personnage Oui, j'ai eu des grands moments de... Vous avez la sensation comme si c'était réel, que vous l'avez vraiment fait, vous voyez ce que je veux dire ? Mais au-delà du nombre de kilomètres, c'est un film qui prend des risques, j'ai pris des risques, on a pris des risques... évidemment, quand vous avez comme ça le corps de Fabien Hérault, 18 ans, là dans la coque qui est juste devant le guidon, et que vous descendez le col de la Colombière à je sais pas combien, 40, 50 à l'heure, j'en sais rien, j'ai pas de compteur, et qu'il y a une caméra qui vous filme, et que vous n'avez pas envie de mettre les mains sur les freins parce que vous avez envie qu'on y croie, et que vous arrivez en bas, c'est bouleversant, en fait. On se dit, après l'avoir fait, on se dit mais est-ce que j'aurais dû? Est-ce que heureusement c'est fini? Non, on peut refaire une prise. Et on repart, et avec cette même sensation à l'arrivée, d'avoir pris des risques, c'est fort, quoi.
j'en ai encore des frissons quand j'y pense, tout ce qu'on fait avec Fabien qui me fait confiance. Qui gigote pas comme un fou là comme ça devant, sinon c'est foutu quoi. Je veux dire, c'est la gamelle quoi. Oui, sur un film comme ça, oui. Je me suis souvent dit bon, je l'ai fait, c'est fait. Bon, c'est pas plus mal que ce soit fait. Et l'émotion se ressent, en tout cas à la fin du film. Moi, c'est celui où j'ai vraiment été le plus ému à la fin, oui. Et il y a un acteur que vous avez, c'est l'acteur avec lequel vous avez le plus joué. Alors, est-ce que vous savez lequel c'est? Ben, j'ai fait plusieurs films avec Zabou, Bretman, mais autre. Jacques Boudet, peut-être. Jacques Boudet, tout à fait. J'ai trouvé, le pauvre. Il est plus là, il est plus de ce monde. Il est mort il y a pas longtemps, hein, il y a quelques mois, quoi. Mais c'était un pur hasard que vous vous retrouvez sur 8 films en commun. 8 oui. Dont le dernier, Le nom des gens, qui est une comédie que je conseille à tout le monde parce que vraiment, je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas ri autant. Merci. Ah, trop bien, Le nom des gens. Oui. Et est-ce que c'était vraiment un pur hasard? Ah bah oui, pur hasard. Parce que c'était vrai, un acteur qui jouait les seconds rôles à la perfection. Hélas, il était souvent cantonné au second rôle, mais il les jouait à la perfection. Et c'est vrai que je voulais du coup vous poser la question pour saluer sa mémoire. Ouais, puis ça me renvoie à la dernière fois que je l'ai vu sur le boulevard Beaumarchais, lors d'une manif, il y a 1 an ou 2 ans peut-être, près de la Bastille, où on a discuté, on s'est croisés par hasard, on a discuté, on était très heureux de se croiser là. Et il me laisse de la mémoire parce qu'il m'a donné des petits tuyaux pour apprendre par cœur. Je me souviens, des petites techniques comme ça pour les gens comme moi. Merci, Jacques. Et puis il y a une particularité dans votre filmographie, c'est que vous avez joué dans alors c'est un peu mon dada. Dirait Guillaume. Alors, quel est votre dada? Vous avez joué dans un film japonais. Ah oui, ça. De Shuei Imamura, réalisateur entre autres de Pluie Noire, film qui évoquait Nagasaki et Hiroshima. Et là, vous avez tourné donc dans Dr Akagi. C'était comment vous êtes arrivé sur ce tournage? Incroyable. C'était surtout incroyable. Là, il nous reste combien de minutes pour raconter ça? Allez-y. On vous écoute religieusement. D'abord, il cherche un acteur européen. Alors ça peut être hollandais, allemand, etc. Parce qu'il y a quelques petites phrases en hollandais. Ça tombe sur moi, je sais pas comment il fait. Il regarde Pédale douce. On m'a dit il a vu Pédale douce, rien à voir. Bon, et il a dit d'accord. Voyons ce garçon. Je pars au Japon, 17 heures d'avion, grande conférence de presse, comme si j'étais déjà engagé, alors que moi je venais juste le rencontrer. 400 journalistes et tout, plus une lecture avec tous les acteurs, une traductrice à côté de moi qui me disait quand c'était à moi de répliquer, parce que évidemment, hein, c'est tous les acteurs sont japonais, parlent en japonais, c'est normal. Et puis des essais avec des prothèses et tout, parce qu'il y a de la chirurgie, enfin il y a tout ça le premier jour. Et ça, en 48 heures, je reprends l'avion, j'ai pas de nouvelles, et puis quelques mois après, ça y est, ça tourne, donc j'y vais. Et entre-temps, j'ai quelques phrases en hollandais, donc j'arrête en plein été, près de chez mes parents, à Granville, un camping-car où c'est marqué H, ou NL, quoi. ND, pardon. Oui. Peu importe, NL, oui. Oui. Et je me mets au milieu de la route comme ça pour arrêter le camping-car, pour que des gens acceptent gentiment de venir boire un café et de me traduire et de me donner l'accent de ces 3-4 phrases que j'ai. Je les enregistre, merci beaucoup. Pour l'allemand, il y a des phrases en allemand, je demande à la femme de mon agent qui est d'origine allemande. Enfin voilà, je vais à la pêche à tout ça pour faire mon métier. Et puis j'y vais, je suis là-bas, voilà. Enfin, c'est complètement dingue ce tournage, complètement dingue. Voilà, ça veut dire action. Et c'est impressionnant, Cet homme est impressionnant. Il fait parfois une prise. Moi, je fais 17 heures d'avion. Parfois, il fait une prise, un plan séquence. Il tourne beaucoup en plan séquence.
Le premier plan que je fais est une prise. Je suis sur le cul, je me dis, il ne prend aucune sécurité. Mais c'est fait des films extraordinaires, cet homme qui n'est plus là non plus. Et après, je retourne en France et après, j'apprends qu'il y a une scène qui veut... Oui, le dernier jour de tournage, le décor, ça lui convient pas. Donc, on peut pas tourner là. Donc, est-ce que je peux revenir? Bon, peut-être, oui, pourquoi pas. Et donc, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, je sais plus. Je reviens, je fais 17 heures d'avion. Alors, j'arrive en studio, sur une scène qui dure quelques secondes, où on voit à peine ma tête, parce que on voit mes entrailles, c'est plein d'effets spéciaux, comme ça, où dans tous les sens, le sang qui coule et tout ça. Je reprends l'avion. Non, mais voyez, ce tournage, c'est... Mais quelle chance d'avoir tourné avec ce réalisateur qui a fait des choses absolument dingues, quoi. La balade de Narayama, l'Anguille, double palme d'or à Cannes, c'est unique dans une carrière d'avoir côtoyé ce réalisateur. Vous me branchez là-dessus juste avant la fin, là. C'est un beau souvenir. Énorme, sans l'émotion. Énorme. La solitude aussi, parce que c'est des moments où vous êtes à l'étranger, vous parlez pas mais bon, des sympathies la chaleur qui se traduit que par des gestes, finalement. Et moi, j'aime ça aussi, quand les mots deviennent, se servent plus à rien et que on est au contact avec d'autres gens, d'autres corps, d'autres chimies. Finalement, c'est là où on voit que la relation humaine, c'est de la chimie. Quand il n'y a plus les mots, qu'est-ce qui reste? La chimie des corps. La chaleur humaine. C'est une magnifique manière de terminer cet entretien. Merci. Peut-être pour terminer, Pierre-Yves, est-ce que tu peux du coup nous rappeler les temps forts qui nous attendent pour ce festival? Alors oui, le programme est dense, mais déjà ce soir on en a un peu parlé, mais on diffuse à 20h30 l'incroyable histoire du facteur cheval au cinéma le Victoria Aix-les-Bains. Excellent, oui, c'est sûr. Demain, le matin à 10h, il y a la rencontre signature et lecture avec Jacques Gamblin autour de son livre Mer à l'horizon, à la librairie Les Danaïdes, pareil au centre-ville d'Aix-les-Bains. Et ensuite, rebelote l'après-midi, niveau film, avec de toutes nos forces qu'on projette à 18h30 au cinéma Victoria. Et ensuite, à 20h45, Le Tigre et le Président, dans le même cinéma. Et ensuite, oui. Non, c'est deux excellents films. De toute façon, on va être des tirs en piquage. Oui, c'est à chaque fois. Oui, là, on a du mal à choisir les films au niveau en termes de qualité, tellement. Ils ont choisi 2 sur 3 des films à moustache. La thématique, c'est le Moustache Festival. Donc, autre film. Non, pardon. La masterclass. Le samedi matin, effectivement, la masterclass à 10h, de 10h à midi. Si vous avez voulu, vous aurez encore plein d'anecdotes de tournage. Mais c'est complet. Mais c'est complet, oui, depuis un certain temps. Après, on met en place une liste d'attente, donc il est toujours possible de s'inscrire sur cette liste d'attente. Et ensuite, il y a le reste du programme qui est peut-être, qui est disponible sur le site du festival, adca-ex.com, adca-ex.com, avec d'autres temps, notamment autour de Patrice Lecomte et d'Olivier Marchal, et Mademoiselle, qu'on diffuse l'après-midi sans la présence de Jacques Gamblin, mais étant donné qu'il est tourné à Aix-les-Bains en partie, on ne pouvait pas ne pas le diffuser. Encore une fois, le choix était difficile étant donné la qualité, la grande diversité des films qui font partie de la filmographie de Jacques Gamblin. Voilà, écoutez, vous avez encore un grand programme pour ce week-end cinéma. Un magnifique week-end, un magnifique festival, et on vous remercie encore chaudement. Merci en tout cas, Monsieur Jacques Gamblin, d'être venu. C'était un magnifique entretien. Et nous, du coup, on vous retrouve mardi sur la radio. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne fin de semaine et surtout allez au festival. À très bientôt. Et aimez-vous les uns les autres. Tout à fait.